intitulé Valeurs pronostiques de l'hyperglycémie de stress chez les traumatismes adultes crâniens graves admis au service de réanimation du CHU de Bjaya. Le jury est composé du directeur de thèse, monsieur professeur Tleba, qui est en même temps doyen, le professeur Takbou, qui est un neurochirurgien, le professeur Boubzeri, c'est un anesthésiste-animateur de la faculté de Bjaya, le professeur Taleb, anesthésiste-animateur de l'université de Tizi Ouzou, et le professeur Jennan, anesthésiste-animateur, qui est chef de service des urgences médico-chirurgicales du CHU de Batna. Et moi-même, le président, qui est chef de service d'animation médicale de la faculté de médecine de Constantine. J'ai le plaisir donc de présider cette thèse et j'appelle immédiatement le professeur Boget, le docteur Boget, à présenter, à exposer sa thèse devant les membres du jury et dans un temps entre 45 et 50 minutes. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, les membres du jury, Monsieur le directeur de thèse, honorable assistance, bonjour. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir de vous exposer l'essentiel de mon travail en vue de l'obtention du diplôme de docteur en sciences médicales, dont le thème s'intitule donc « Valeurs pronostiques de l'hyperglycémie induite par le stress chez les patients adultes traumatisés crâniens graves qui sont admis au service de réanimation CHU de Béjaïa ». Avant de commencer donc une déclaration, nous déclarons avoir respecté les règles d'éthique dans la conduite de ce travail. Nous déclarons aussi n'avoir aucun conflit d'intérêt en rapport avec ce travail. Voilà le plan donc, que je vous propose. Mon travail, donc, ça va s'intituler autour donc, de selon la structure IMRAD, universelle. Une introduction, on va parler de la problématique du sujet, les questions de recherche qu'on s'est posées et les objectifs. En deuxième chapitre, les données épidémiologiques, un bref rappel des notions essentielles et entrer donc au thème, à savoir la biomécanique et lésions cérébrales, la physiopathologie de l'agression cérébrale et pour terminer par l'hyperglycémie induite par le stress, une revue de la littérature. Matériel et méthode. Les résultats. Alors les résultats ont été scindés en deux grands chapitres. En premier, on va parler de l'étude descriptive de la cohorte, donc toute la population de l'étude, les différentes données. Et puis la deuxième grande partie, c'est une étude comparative des groupes avec hyperglycémie et le groupe glycémie normale. La discussion va porter aussi sur deux grands chapitres, les caractéristiques de la cohorte et les valeurs pronostiques, et en deuxième, l'hyperglycémie induite par le stress et le pronostic du traumatisme crânien, et pour conclure avec une conclusion. En introduction, on sait que les traumatismes crâniens donc, est une cause fréquente, très fréquente de décès de causes traumatiques, et qu'elle laisse des séquelles posant des problèmes de réinsertion socio-professionnelle familiale. Le pronostic global donc, croît avec la gravité du traumatisme crânien. Les facteurs pronostiques, on sait que à la suite d'un traumatisme crânien, nous avons deux types de lésions, des lésions cérébrales qui sont dites primaires, qui sont constituées lors de l'impact, et des lésions cérébrales secondaires qui surviennent donc dans les heures, voire les jours qui suivent, et qui sont d'origine soit des complications intracrâniennes comme des convulsions HIC, etc., ou bien suite à des facteurs d'origine systémique qu'on appelle les axos. La conséquence de toutes ces aggravations secondaires
est une amplification de la lésion initiale avec ischémie-œdème qui conduit à la mort cellulaire. L'hyperglycémie, surtout de stress, qui survient donc en dehors de tout diabète, elle est considérée comme un facteur d'aggravation systémique. Sa physiopathologie, elle est liée donc à des désordres neuro-hormonaux qui sont secondaires à l'agression aiguë et qui auront pour conséquence des troubles du métabolisme glycémique, dont le dénominateur commun est une augmentation de la production de glucose associée à une insulino-résistance. Sa pathogénie, son mode de survenue, c'est une interaction entre des hormones de stress qui sont sécrétées dans n'importe quelle pathologie aiguë, les hormones de stress type adrénaline, les cortisol, glucagon, qui vont interagir avec les médiateurs de l'inflammation, essentiellement les cytokines et le TNF, donc le tumor necrosis factor, pour entraîner donc une néoglycogénèse accrue à une insulino-résistance. Les conséquences cérébrales, c'est une aggravation des lésions cérébrales initiales, avec extension de l'ischémie, donc on l'a dit tout à l'heure, œdème cérébral, augmentation des volumes des contusions. Le pronostic, il est connu depuis les premières études d'il y a une vingtaine d'années, que l'hyperglycémie qui survient dans les suites immédiates d'un traumatisme crânien a un rôle de mauvais pronostic dans le traumatisme crânien grave. La problématique qui reste posée actuellement, nous savons tous que l'hyperglycémie de stress augmente, donc est associée à un mauvais pronostic global, mais il y a quand même beaucoup de questions qui restent en suspens et non résolues jusqu'à maintenant. À savoir le moment de survenue de l'hyperglycémie après traumatisme crânien. Est-ce que l'hyperglycémie qui survient précocement à l'admission durant les 24 premières heures, les premiers jours, la première semaine, qui est la plus péjorative, sa persistance dans le temps, est-ce qu'un accès d'hyperglycémie, un épisode ou bien une hyperglycémie permanente qui est la plus délétère? Quels sont les niveaux de glycémie délétère? C'est une question aussi qui n'est pas encore tranchée. Le niveau exact de glycémie qui est délétère. Les chiffres de glycémie, est-ce qu'on va parler de glycémie unique ou bien d'une moyenne de glycémie? Et les fluctuations, l'intérêt, donc l'impact des fluctuations des chiffres glycémiques ou bien des chiffres stables qui auront donc un impact délétère. Voilà un peu la problématique qui se résume en 5 points, qui sont pas, c'est des questions qui ne sont pas encore tranchées jusqu'à maintenant. À partir de ce constat, on a posé donc quelques questions de recherche et qu'on va essayer d'y apporter une réponse. La première question de recherche, l'hyperglycémie de stress initial, est-ce qu'elle est associée à la gravité du tableau clinique? La deuxième question, est-ce que l'hyperglycémie de stress constitue un facteur de surmortalité, de morbidité surajouté chez le traumatisé crânien grave? Troisième question, quel est le niveau de glycémie initiale qui influence le plus le devenir immédiat des traumatisés crâniens graves? Et la quatrième pour finir, est-ce que l'hyperglycémie de stress, est-ce qu'elle est un facteur de mortalité indépendant dans les traumatismes crâniens graves? Nos critères de jugement pour répondre à ces questions étaient donc un critère principal, on va donc évaluer le taux de mortalité en réanimation des patients en hyperglycémie et des patients à glycémie normale. Les critères secondaires, ce sont aussi donc appelés morbidité, c'est la durée de ventilation mécanique et la durée de séjour en réanimation. Avant d'entamer donc l'essentiel du travail, on va faire un petit rappel, données épidémiologiques, la biomécanique et lésions cérébrales. Alors, après un traumatisme crânien, on a ce qu'on appelle les lésions cérébrales initiales, qui sont donc constituées juste après l'impact. Elles sont de deux types. Il y a des traumatismes statiques par effet de contact, donc les lésions par effet de contact, et des lésions par dynamique, par effet d'inertie. Par effet de contact, c'est les lésions cutanées, les fractures, les embarrures, etc. Les traumatismes par effet d'inertie, ce sont donc des lésions qui vont survenir suite au mouvement d'accélération, décélération, à type de contusion cérébrale et de lésions donc vasculaires, hématome extradural, sous-dural, hématome intraparenchymateux, intraventriculaire, hémorragie sous-arachnoïdienne et des lésions axonales diffuses. Ça, c'était les lésions cérébrales initiales. On a dit que dans les heures ou bien les jours qui suivent le traumatisme,
il y a des lésions, il y a un risque donc d'aggravation de la lésion cérébrale initiale, ce qu'on appelle les lésions cérébrales secondaires, qui sont d'origine soit des complications, on a dit, intracrâniennes qu'on appelle AXOC, donc facteurs d'agression cérébrale secondaire d'origine cérébrale, ou bien des axos d'origine systémique, qui vont conduire toutes à l'extension de la zone d'ischémie et avec plus de dame pour aboutir à la mort cellulaire. Physiopathologie de l'agression cérébrale. À la suite d'un traumatisme tissulaire, on va avoir deux grandes conséquences qui vont avoir donc des conséquences majeures. Nous allons avoir une diminution du débit sanguin cérébral pour différentes raisons, hypotension, etc. On va avoir donc une diminution du débit. Et puis la deuxième grande conséquence, c'est une inhibition du recaptage. C'est quoi l'inhibition du recaptage? Suite à un traumatisme, on a une hyperactivité cérébrale. Cette hyperactivité cérébrale donc, se fait grâce à un neurotransmetteur qu'on appelle le glutamate, qui est sécrété par la fibre postsynaptique. Ce glutamate, à l'état physiologique, il est régulé. Il est régulé par les astrocytes qui vont donc le transformer, laminer et le transformer sous forme de glutamine qui va être recapté par les neurones. Et donc on aura une régulation, une inhibition de l'activité cérébrale intense. Ce qui se passe en cas de traumatisme tissulaire, c'est qu'on va avoir précocement une inhibition de ce recaptage par les astrocytes. Ce qui fait qu'on va avoir un excès de glutamate. Cet excès de glutamate va avoir des conséquences dans l'extension des lésions et la mort cellulaire. Comment? On va avoir les transporteurs de cystéine qui vont être donc diminués. Pourquoi? Parce que le glutamate, c'est lui qui est donc la glutamine, c'est elle qui est le fournisseur en antioxydants, le glutathion. Donc on aura une diminution du glutathion neuronal, ce qui va aboutir à un stress oxydatif et donc une peroxydation lipidique avec destruction et apoptose et mort cellulaire. De l'autre côté, quand on a un découplage débit sanguin et métabolisme, une diminution des débits, on aura automatiquement une diminution de la fourniture de glucose. Comme on sait que le recaptage, la régulation du glutamate se fait grâce à la production d'énergie par une glycolyse anaérobie. Et comme on a une diminution du débit sanguin cérébral, donc on aura une diminution globale de la fourniture en glucose. Ce qui fait que la glycolyse anaérobie nécessaire à la fonction astrocytaire de régulation va être diminuée. Ce qui va entraîner donc une diminution de la fourniture en lactate. Comme on sait que le lactate est le substrat énergétique essentiel pour les neurones. Donc les neurones auront donc une diminution de fourniture en substrat énergétique, ce qui va conduire à une faillite énergétique neuronale et les deux donc vont concourir à la mort cellulaire neuronale. Voilà un peu la physiopathie qui survient juste après une lésion tissulaire. Un mot sur l'hyperglycémie de stress, qui est le sujet donc de notre thème. Alors la définition. Actuellement, il y a un problème, donc il y a absence de consensus concernant la définition et le diagnostic de l'hyperglycémie de stress. La seule définition qu'on a, c'est la définition de l'American Diabetes Association, qui définit l'hyperglycémie hospitalière, d'origine hospitalière, ou bien qu'on appelle hyperglycémie de stress, qui survient donc en dehors de tout diabète. Alors voilà les trois catégories d'hyperglycémie. Les trois catégories d'hyperglycémie selon l'American Diabetes Association. Nous avons les patients avec diabète connu. Donc ici, le diabète il est diagnostiqué et traité avant l'admission. Le patient est connu. Des patients qui ont des diabétiques récemment diagnostiqués, qui étaient donc méconnus, un diabète méconnu. On a posé le diagnostic après leur hospitalisation. Et donc, le diagnostic est posé pendant 6 jours à l'hôpital, il est confirmé après la sortie. La troisième catégorie d'hyperglycémie, c'est les hyperglycémies transitoires qui surviennent à l'occasion d'une hospitalisation et d'une pathologie aiguë, qu'on appelle hyperglycémie d'origine hospitalière ou bien de stress. Ici, l'American Diabetes Association elle est définie comme une glycémie à jeun supérieure à 6,9 mmol par litre, c'est-à-dire 1,26, ou bien une glycémie aléatoire, donc postprandiale, supérieure à 11,1
pendant le séjour à l'hôpital, c'est-à-dire supérieur à 2 grammes pendant le séjour à l'hôpital, et qui redevient normal après la sortie. Voilà la définition. Alors, la pathogénie de cette hyperglycémie de stress lors d'une pathologie aiguë, grave, on a dit tout à l'heure que c'est la conséquence de l'interaction entre des hormones hyperglycémiantes et des cytokines, glucagon, épinéphrine, cortisol. On sait tous, c'est des hormones qui sont hypersécrétées en situation inflammatoire, situation aiguë, et qui vont interagir dans une interaction complexe avec les cytokines, essentiellement l'interleukine 6 au début et le TNF, pour nous donner une hyperproduction hépatique de glucose. Cette hyperproduction hépatique de glucose va se faire par une néoglucogénèse et une inhibition donc de la glycogénèse, donc une néoglycogénèse qui va être stimulée. D'un autre côté, on va avoir une insulinorésistance. Cette insulinorésistance, donc les deux vont concourir à nous donner des chiffres de glycémie qui sont élevés. L'insulinorésistance va stimuler, on le sait, s'il n'y a pas donc de glucose pour la cellule, la cellule va utiliser des lipides avec hyperproduction d'acide gras libre. Et la sécrétion d'acide gras libre dans une interaction va encore accentuer l'insulinorésistance. Et le tout, on va avoir une glucotoxicité pour la cellule et une lipotoxicité donc cellulaire. Le mécanisme des complications, contrairement au diabète, l'hyperglycémie chez le diabétique, on a des protéines qui transportent donc le glucose en dehors de la glycémie, indépendamment de la glycémie, qui sont le GLUT1 et le GLUT3. Chez le diabétique, il est un peu protégé contre l'hyperglycémie parce que ces protéines GLUT1 et GLUT3, qui sont donc des protéines transportrices de glucose, leur synthèse est diminuée, leur taux est diminué chez le diabétique. Ce qui fait que le diabétique, il est plus ou moins, pour les hyperglycémies chroniques, le diabétique est protégé contre l'élévation des chiffres. Ce qui n'est pas le cas en cas d'hyperglycémie de stress. On a ces protéines donc, qui se retrouvent avec un taux très élevé. Et donc, ce qui va contribuer à la glycotoxicité. Donc, le glucose va pénétrer dans toutes les cellules, indépendamment donc de l'insuline, indépendamment de l'insulinorésistance, à cause de ces protéines transportrices, et on aura donc une glycotoxicité. Et puis, l'hyperglycémie aussi va entraîner, à cause de la réaction inflammatoire, une hypersécrétion de monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote qui est vasodilatateur au niveau des capillaires, ce qui va encore perturber les échanges entre les cellules. Il va augmenter la production de peroxynitrite, donc qui est un radical libre, donc avec stress oxydatif. Stress oxydatif, vasodilatation, glucotoxicité aboutissent donc à la mort cellulaire. Voilà un peu pour des rappels fondamentaux. Maintenant, revenons à la clinique. Est-ce que l'hyperglycémie a une association, est-ce qu'elle a un rapport avec le pronostic? Les premières études, il y avait un espoir, depuis la première étude publiée par Pierres en 2002, sur un échantillon de 1885 malades, donc une cohorte observationnelle, il avait remarqué que l'hyperglycémie était un marqueur de sévérité de la pathologie et un facteur de mauvais pronostic. Il s'en est suivi, et juste avant, il y avait aussi l'étude de Vandenberg, un Belge, donc de Louvain, où il avait testé un protocole, donc c'était un essai comparatif, randomisé, l'insuline intensif, chez des malades de soins intensifs chirurgicaux, essentiellement de chirurgie cardiaque. Il leur a appliqué donc un protocole de contrôle strict de la glycémie pour la ramener dans une fourchette de 0,8 à 1,1. Il les a comparés avec l'autre bras, une insulinothérapie conventionnelle sous-cutanée. Et là, il trouve que l'insulinothérapie intensive réduit la mortalité chez les patients de chirurgie cardiaque. Juste après, c'était la désillusion. Donc,
La division parce qu'il y avait eu donc d'autres études qui ont testé, qui n'ont trouvé aucune association entre hyperglycémie et mortalité chez les patients des unités de soins intensifs médicaux. Voilà, plusieurs études, surtout observationnelles, qui n'ont pas trouvé donc d'association entre hyperglycémie et mortalité, essentiellement chez les patients médicaux. Même le premier auteur Vandenberg, il a refait une autre étude en 2006, maintenant chez les malades médicaux, mais il n'a pas trouvé d'intérêt à une insulinothérapie intensive. S'en est suivi après d'autres études qui ont trouvé quand même une association entre hyperglycémie et mortalité chez les patients chirurgicaux et certaines pathologies médicales. Apparemment, l'association hyperglycémie-mortalité semble se préciser beaucoup plus chez les patients chirurgicaux. En pathologie médicale, il y a certaines pathologies médicales qui émergent, comme l'infarctus du myocarde, où le rôle pronostic de l'hyperglycémie est de plus en plus admis. Chez les patients en sepsis, les accidents vasculaires cérébraux, ce sont des pathologies médicales où l'hyperglycémie de stress est associée donc à une surmortalité. Mais essentiellement, le pronostic, donc le rôle pronostic de l'hyperglycémie de stress s'observe surtout chez les patients chirurgicaux. Voilà, donc on entame donc notre travail, matériel et méthode. Le cadre de l'étude, donc l'étude s'est déroulée au service de réanimation du CHU de Béjaïa, service de délit fonctionnel, personnel médical composé de 3 médecins seniors, spécialistes en anesthésie et réanimation, 4 médecins juniors, donc des résidents en cours de spécialisation. La continuité des soins est assurée par une garde médicale et paramédicale 24/24. Le type de notre étude, c'est une étude donc, observationnelle, elle est longitudinale, descriptive, analytique à la fois, et à visée étiologique. C'est une étude de type cohorte, prospective, dynamique, à sélection exhaustive. Elle est dynamique parce qu'on recrute les malades au fur et à mesure donc, de l'admission. Le type de patients de la cohorte, ce sont les traumatisés crâniens graves, adultes. Au sein de cette cohorte de traumatisés crâniens graves qu'on a admis, donc on a défini des groupes, ce qu'on appelle les groupes de la cohorte. On a deux groupes. Groupe exposé. Exposé à quoi? Exposé donc à l'hyperglycémie, à l'admission, ou bien durant les 24 premières heures après admission. Le groupe non exposé, ce sont les patients avec glycémie normale à l'admission et durant les 24 premières heures. L'objectif, c'est d'évaluer le rôle pronostic de l'hyperglycémie de stress initiale chez les traumatisés crâniens graves. Nos critères de jugement, critère principal, taux de mortalité en réa, critères secondaires, durée de ventilation mécanique, durée de séjour en réanimation. Les critères d'inclusion, donc ce sont tous les patients traumatisés crâniens graves admis en réa dans les 24 heures suivant le traumatisme, âgés donc de plus de 18 ans égal à 18 ans, c'est sujet adulte, des deux sexes. Les critères diagnostiques du trauma crânien grave, Glasgow, donc c'est un Glasgow inférieur ou égal à 8, TDM cérébral anormal, ou bien TDM Glasgow inférieur ou égal à 8, TDM cérébral normal, si on a association de deux critères, l'âge supérieur à 40 ans, déficit moteur uni ou bilatéral, ou bien une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm/mercure. Les critères de non-inclusion, ce sont les patients donc, dont l'âge est inférieur à 18 ans, les diabétiques connus de type 1 ou 2, et l'association à d'autres lésions traumatiques mettant en jeu le pronostic vital, c'est-à-dire le polytrauma. Les lésions traumatiques qui mettent en jeu le pronostic vital qui ont été écartées sont tous les états de choc, donc d'origine hémopéritoine, traumatisme du bassin, plaie vasculaire, etc. Contusion pulmonaire avec détresse respiratoire, traumatisme du rachis cervical avec lésion médulaire. Alors, critères de sortie de l'étude, les patients décédés moins de 24 heures après admission en réanimation. Le recueil des données, la source s'est faite donc par l'interrogatoire de l'entourage du patient, essentiellement pour s'enquérir de la notion de diabète, données de l'examen clinique, biologique et radiologique, donc ce sont des données issues offertes du dossier médical. Toutes ces données ont été colligées sur une fiche de recueil de données dédiée. Voilà la définition des variables
qu'on a donc recueillis, l'âge, et puis nous avons défini 3 tranches d'âge de 18-40 ans, 41-65 et supérieur 65 ans. Le sexe, les antécédents pathologiques, circonstances, mécanismes de l'accident, le Glasgow comme score donc à la réception du patient. Et là, nous avons défini deux sous-groupes qu'on appelle les traumas crâniens graves dont le score est compris entre 6 et 8 et les traumas crâniens très graves dont le score est compris entre 3 et 5. La réactivité pupillaire, donc à l'admission aussi, réactivité normale et bilatérale, absence de réactivité, qu'elle soit bilatérale ou bien unilatérale. Donc quand on va dire durant l'exposé, tout au long de l'exposé, quand on dira absence de réactivité, ça sous-entend une absence bilatérale ou bien unilatérale. À température rectale à l'admission, puis chaque 6 heures, le chiffre le plus élevé des 24 heures était retenu. L'hyperthermie était définie par une température supérieure ou égale à 38,5. La pression artérielle systolique, donc c'est une pression non invasive par brassard du scope. pH la plus basse des 24 heures est retenue. L'hypotension ici, pour notre étude, est définie par une pH inférieure à 110 mm de mercure, quelle que soit la durée de l'épisode. La saturation en oxygène, pour définir l'hypoxémie, au moins un épisode de SPO2 inférieur à 90%, que ce soit à l'air ambiant, sous oxygène ou sous ventilation mécanique. Définition des variables. Le scanner, donc les signes scanographiques, le recueil des lésions s'est basé sur l'interprétation fournie par le médecin radiologue. La glycémie, nous avons recueilli uniquement les signes scanographiques qui ont, donc les lésions scanographiques qui ont un impact pronostique reconnu dans la littérature. La glycémie à l'admission, donc chaque patient quand il est admis, on lui fait une glycémie veineuse, puis elle est répétée chaque 6 heures, durant les 24 premières heures. Le chiffre le plus élevé était retenu. 2 tranches de glycémie donc, ont été définies pour les besoins de notre étude. Donc les glycémies normales, c'est des chiffres de 0,80 à 1,25. L'hyperglycémie dite ici de stress supérieure ou égale à 1,26. Et puis après ça, nous avons aussi divisé le groupe de l'hyperglycémie induite par le stress en 2 petits sous-groupes. Des hyperglycémies qu'on a appelées hyperglycémie modérée, entre 1,26 et 1,99, et hyperglycémie sévère, supérieure ou égale à 2 grammes par litre. L'anatrémie, elle est effectuée à la 24e heure après admission, et nous avons ajusté en cas d'hyperglycémie. On a donc calculé l'anatrémie corrigée, selon la formule. 3 catégories de résultats. Donc on a des natrémies dites normales quand elle est comprise entre 135 et 145 mmol par litre. On parlera d'hyponatrémie quand c'est inférieur à 135, d'hypernatrémie quand c'est supérieur à 145. L'hémoglobine, le taux d'hémoglobine le plus bas durant les 24 premières heures était donc retenu. Et on parlera d'anémie pour un taux d'hémoglobine inférieur à 10. Le bilan d'hémostase à la réception, donc il a été effectué à la réception et durant les 24 premières heures. Dosage du taux de plaquettes, essentiellement, donc ça va être le dosage des plaquettes et du temps de prothrombine, TPI. Les chiffres les plus bas étaient retenus pour l'étude. Un trouble de l'hémostase était défini par une thrombopénie inférieure à 100 000 mm donc de plaquettes, ou bien un TP inférieur à 50%. Donc, la présence de l'un ou l'autre ou l'un associé définit donc un trouble de l'hémostase. Moyen matériel logistique, donc on a utilisé pour l'exploitation donc et la conception de la base de données, l'analyse des résultats de logiciel IP Info7, le logiciel Excel pour la conception des figures et graphes. Collaboration scientifique, l'aide précieuse méthodologique nous a été et l'analyse statistique nous a été donc fournie par le docteur Medkour Aïssam, qui est maître assistant en épidémiologie CHU de Béjaïa. Voilà, donc c'était pour le matériel et méthode. Nos résultats, donc, ils ont été donc, séparés en 2 grands chapitres. Des résultats donc, qui vont avoir trait à l'étude descriptive de la cohorte. Donc c'est un état descriptif de toute la population. Et puis en 2e chapitre, l'étude comparative des 2 groupes, groupe hyperglycémie et groupe glycémie normale. Commençons donc par l'étude descriptive de la cohorte, les caractéristiques générales de la cohorte. Alors, les données démographiques et cliniques de notre population. Voilà.
Alors, l'âge moyen de notre population se situe donc en 42, plus ou moins 19. Sexe ratio, il y avait une prédominance masculine, donc un sexe ratio de hommes-femmes de 14 pour 1, 84 hommes pour 6 femmes. 21 patients ont eu donc présenté des antécédents, au moins un antécédent pathologique à leur admission. Le mécanisme du traumatisme, les accidents de circulation et les chutes dominent donc les mécanismes, à savoir les accidents de circulation dans une proportion de 36,7% et les chutes 42%. Le Glasgow Score, majoritairement, ce sont des patients dans 73% des cas qui présentaient un Glasgow entre 6 et 8. Nous avons à peu près un tiers des patients qui avaient donc un Glasgow entre 3 et 5, 26,7%. La réactivité des pupilles, l'absence bilatérale était très importante. 40 patients sur 90 avaient une absence donc de réactivité pupillaire bilatérale et une absence unilatérale dans une proportion de 23%. Ce qui fait au total, on a 67,7% de patients qui ont une absence de réactivité, qu'elle soit unilatérale ou bien bilatérale. La pression artérielle systolique donc, de nos patients, la moyenne était de 114, plus ou moins 21. L'incidence de la pression artérielle, donc de l'hypotension, pardon, inférieure à 110, était de 41,1%. C'est-à-dire qu'il y avait 37 patients sur les 90 qui ont présenté au moins un épisode d'hypotension artérielle. L'hypoxémie, il y avait 11,1%, donc c'est-à-dire 10 patients qui ont présenté un épisode d'hypoxémie durant donc les 24 premières heures. Pour l'hyperthermie, 37 patients sur les 90, 41,1% avaient donc une hyperthermie. Le scanner cérébral, il a été pratiqué chez tous les patients, 100%. Il était anormal aussi chez tous les patients. Les lésions scanographiques les plus fréquentes par ordre, nous avons l'hématome sous-dural aigu dans une proportion de 51,1%, 46 patients, et puis l'hémorragie sous-arachnoïdienne, 62%, et les contusions cérébrales. Voilà donc les 3 lésions qui dominent le tableau. Ailleurs, c'est des hématomes extraduraux, des hématomes intraparenchymateux, hémorragie intraventriculaire, etc. La compression des citernes de la base a été retrouvée chez 18 patients, déviation de la ligne médiane supérieure à 5 mm chez 25 de nos patients. Des plaies crânio-cérébrales en barrure, donc les fractures complexes, sont donc représentées dans une faible proportion. 3 malades pour les plaies, les PCC, 4 en barrure. La glycémie moyenne de notre population est de 1,79 g, plus ou moins 0,6. Les patients en hyperglycémie supérieure à 1,26, donc on a recensé 75 patients, qui représentent donc un taux très élevé. Le 83,3% de la population avait présenté donc une hyperglycémie de stress à l'admission, contre donc 25 patients qui avaient une glycémie normale. L'anatrémie, elle est dans une faible proportion. On a noté beaucoup plus des hyponatrémies. 14 patients donc en hyponatrémie, 5 patients en hypernatrémie. L'hémoglobine, l'anémie, donc a été retrouvée chez 10 patients. Le taux de plaquettes et TP bas aussi, donc les troubles d'hémostase ont concerné 13 patients, que ce soit par une thrombopénie chez 7 patients ou bien un TP bas chez 8 patients. L'essentiel de la prise en charge a consisté donc en une ventilation mécanique chez tous les patients. L'indication ici était donc le coma. Une osmothérapie à base de mannitol pendant les 24 premières heures chez 19 patients, chez qui le scanner cérébral initial montrait des signes d'œdème cérébral diffus. En l'absence de monitorage de la pression intracrânienne, donc la décision d'instaurer le mannitol s'est faite sur les signes scanographiques, la présence d'œdème massif avec compression. Un remplissage vasculaire a été effectué chez tous les patients en hypotension, donc chez les 37 patients. L'usage des catécholamines a été fait chez 14 patients, parmi les 37 en hypotension, soit d'emblée avec le remplissage quand on a
quand le chiffre de pression artérielle systolique était trop basse, inférieur à 90, on a jugé donc la situation critique et là il fallait rajouter des catécholamines en association avec le remplissage. Et puis on a donné des catécholamines aussi chez 3 patients qui n'avaient pas répondu au remplissage vasculaire initial. Transfusion de globulaire était effectuée chez les 10 patients qui présentaient un taux d'anémie et un taux d'hémoglobine inférieur à 10. On a aussi donné pour 4 autres patients préopératoires pour raison de saignement, même s'ils avaient un taux d'hémoglobine préopératoire qui était à la limite de la normale. Donc 14 patients ont bénéficié d'une transfusion. Transfusion de culoplaquettaires. Les culoplaquettaires ont été donc donnés pour tous les patients qui avaient donc des thrombopénies. Pour les 6 patients qui avaient, donc 5 patients qui avaient une thrombopénie sévère opérée, 2 thrombopénies sévères non opérées n'ont pas été transfusées. Donc sur les 7 patients qui avaient une thrombopénie, on a transfusé, on a donné des culoplaquettaires chez 5 d'entre eux. Pourquoi? Parce que la thrombopénie, le chiffre était trop bas, ou bien parce qu'ils étaient opérés. Et puis on a aussi donné des culoplaquettaires pour les 6 patients qui étaient sous antiagrégants plaquettaires. Pourquoi? Pour raison d'intervention chirurgicale. Donc au total, 11 patients ont bénéficié d'une transfusion de culoplaquettaires. PFC a été donné pour tous les patients qui avaient un TP inférieur à 50%, donc les 8 patients. La neurosédation barbiturique, on a donc utilisé le barbiturique d'action rapide qui est le thiopental chez 19 patients. Ce sont les 19 patients qui avaient bénéficié de l'osmothérapie tout à l'heure. Et donc là, on a décidé de sédater par des barbituriques chez tous les patients qui avaient donc une HIC, un œdème cérébral très important. Et les barbituriques ont été utilisés pendant les 72 heures. Ailleurs, pour les autres patients, les 71 patients, la neurosédation s'est faite à base de midazolam. L'insuline a été prescrite systématiquement selon le protocole du service, donc en fonction de la glycémie capillaire en sous-cutané. Une alimentation artificielle a été débutée au 4e jour. Alors, chez 60 patients, pourquoi 60 patients? Donc, cette alimentation artificielle a concerné les patients dont la durée de séjour était supérieure à 3 jours. Elle a consisté en une alimentation entérale stricte pour tous les patients dont la durée de séjour était la durée d'hospitalisation de 4 à 14 jours. Et ça a concerné 33 patients sur les 38. Une alimentation mixte, artificielle, donc entérale et parentérale, pour tous les patients dont la durée d'hospitalisation était supérieure à 14 jours. Elle a concerné 17 malades sur les 22. Et une alimentation parentérale exclusive quand il y avait une contre-indication ou bien une difficulté à mettre une sonde nasogastrique. Ça a concerné 10 patients au total. Les interventions chirurgicales initiales, 47 patients ont été, donc 52, un peu plus de la moitié, ont été opérés. Le type d'intervention, essentiellement, c'était des évacuations de lésions de masse, hémorragie, donc hématome sous-dural, hématome extradural, hématome intraparenchymateux pour l'essentiel. Un drainage ventriculaire externe était effectué chez 2 patients et parage de PCC pour les 3 patients. Voilà un peu donc les caractéristiques des patients, la prise en charge globale. Maintenant, la mortalité générale, la morbimortalité générale de toute la cohorte. Sur les 90 patients, on a noté donc un taux de 63 décès, c'est-à-dire un taux de mortalité globale de 70%. Une durée de ventilation mécanique moyenne chez tous les patients de 9,6 plus ou moins 11 jours. Une durée sans ventilation mécanique après extubation 4 jours plus ou moins 3,8. Une durée de séjour moyenne de 11 jours plus ou moins 12. Voilà, maintenant on va aborder un peu une étude de la mortalité globale selon les facteurs de risque de notre population. Selon les facteurs de risque ou bien, si vous voulez, selon les caractéristiques de nos patients. Alors, commençons par l'âge.
on voit que l'âge moyen, donc on a scindé là, en deux groupes, les patients décédés et les patients, donc les survivants. On remarque que la moyenne d'âge chez les patients décédés est plus importante et plus grande et supérieure à la moyenne d'âge des patients survivants. Et c'est une association donc, qui est significative avec un P largement inférieur à 0,05. Surtout pour la tranche d'âge supérieure à 65. Et on remarque, là pour la tranche d'âge supérieure à 65, il y avait 17 patients qui avaient donc 16 plus 1, qui avaient donc un âge supérieur à 65 ans. Et là, le taux de mortalité chez cette catégorie, cette classe de patients est de 94,1, c'est-à-dire 16 patients sur 17 qui avaient un âge supérieur à 65 ans sont décédés, avec donc une relation qui est significative, un P à 0,04. Le Glasgow aussi était un facteur donc, de mortalité, puisque nous avons remarqué ici, on a relevé que la classe Glasgow de 3 à 5 était fortement associée à une mortalité avec un P largement inférieur à 0,05, une association très significative, puisque sur les 24 patients qui avaient un score de Glasgow à 3 à 5, le taux de mortalité était de 100%. L'absence de réactivité pupillaire aussi était un facteur de mortalité important, puisque sur les 61 patients qui avaient une absence de réactivité pupillaire, 51 sont décédés, 83,6, et c'est une association qui est très significative. La pression artérielle systolique aussi, l'hypotension est un facteur donc, de mortalité qui a été relevé ici chez la population, qui est donc une relation très significative. Sur les 37 patients en hypotension, 33 décès, on a enregistré 33 décès, c'est-à-dire un taux de 89,2%. Ailleurs, pour les autres facteurs, l'hypoxie n'était pas retrouvée comme un facteur donc, de pronostic chez notre population, malgré qu'il y avait un taux de mortalité chez les patients hypoxiques de 70%, c'est-à-dire 7 malades sur 10 sont décédés, mais c'est une association qui n'est pas significative. Même chose pour l'hyperthermie. L'hyperthermie aussi n'était pas un facteur associé à la mortalité chez notre population. Pour les lésions scanographiques, la seule lésion scanographique qui était associée donc, au décès de notre population est la survenue de l'hématome sous-dural aigu, avec un taux de mortalité de 80,4%. Donc c'est une association qui est très significative. Ailleurs, pour les autres lésions scanographiques, malgré qu'il y avait une tendance à une surmortalité en cas de présence de ces lésions, mais donc c'est un taux qui n'était pas significatif. Pour les paramètres biologiques, on note l'anatrémie moyenne chez les patients décédés, elle était plus élevée. On note une anatrémie moyenne chez les patients décédés qui est plus élevée et qui est statistiquement significative. Mais sinon, quand on analyse en sous-groupe les patients en hyponatrémie ou bien en hypernatrémie, il n'y avait aucune association et l'association n'était pas significative par rapport au décès. Mais globalement, les chiffres, la mortalité croît avec les chiffres de natrémie. Pour l'anémie, même chose. L'anémie n'était pas aussi associée d'une manière significative au taux de décès, malgré qu'on a 80% des patients anémiques sont décédés, c'est-à-dire 8 patients sur 10, mais c'est une association qui n'est pas significative. Les troubles de l'hémostase, par contre, étaient associés donc d'une manière significative à la mortalité de notre population. Essentiellement donc la thrombopénie, le TP bas et l'association de ces deux troubles qui est un facteur de décès relevé dans notre étude. Voilà, donc ça c'était donc l'essentiel de l'étude descriptive de notre population. Maintenant, on passe à l'étude comparative des deux groupes, c'est-à-dire le groupe de l'hyperglycémie et le groupe de glycémie normale. Avant de commencer, nous avons donc défini les facteurs d'exposition et comment nous avons constitué les groupes. La définition de nos groupes, la cohorte, c'est les traumas crâniens graves au risque donc de me répéter.
trauma crânien grave adulte. Facteur d'exposition, ici on l'avait dit tout à l'heure, c'est donc l'hyperglycémie induite par le stress à l'admission ou bien durant les 24 premières heures. Groupe exposé HIS, groupe non exposé, c'est des patients à glycémie normale. L'effectif des deux groupes, le groupe avec hyperglycémie initiale, on a recensé 75 patients, donc une proportion 83,3%, groupe glycémie normale, 15 patients. L'étude maintenant comparative entre les deux groupes, pour répondre donc à notre question de recherche, qui était la première question, c'était de savoir est-ce que l'hyperglycémie de stress constituait un facteur de surmortalité en cas de traumatisme crânien grave. Donc on a commencé par une analyse univariée de la morbimortalité. On commencera par la mortalité comparée entre les deux groupes. Comment nous avons donc procédé par cette analyse univariée? Par la mesure de l'association entre hyperglycémie de stress et le décès, par le calcul du risque relatif. En calculant le risque relatif, on a déjà ici, on remarque les taux donc de mortalité chez le groupe HIS. On a 57 décès sur les 75 patients du groupe, ce qui représente une proportion de 76%. Chez les patients à glycémie normale, on a dit 15 patients, il y avait 6 décès sur les 15, donc ce qui représente 40%, une proportion de 40%. Le risque relatif ici, il est supérieur à 1. Donc c'est un résultat qui est significatif. Voilà, on va donc interpréter un peu ces résultats. Avec l'intervalle de confiance, qui était donc de 1,009 jusqu'à 3,58, c'est-à-dire c'est un intervalle de confiance qui ne comprend pas le chiffre 1. Donc on conclut à l'existence d'une association entre hyperglycémie de stress et décès. Donc l'intervalle de confiance nous dit ici qu'il y a une association entre hyperglycémie et décès. Le sens de cette association, est-ce que c'est un facteur de risque ou bien un facteur protecteur? On regarde le risque relatif, il est supérieur à 1. Un risque, il est de 1,9, c'est-à-dire que c'est un facteur de risque. Et ça augmente la mortalité par un facteur de 1,9. Ça, c'est la force de l'association. La signification de cette association, c'est vrai qu'il y a une association, c'est un facteur de risque, il augmente la mortalité, mais est-ce que c'est significatif? Là, par la p-value par le test Fisher exact, le P est largement inférieur à 0,05, donc c'est une association qui est significative. Voilà, on a même vérifié tous ces résultats par l'odds ratio, en calculant l'odds ratio, et on a trouvé un odds ratio qui est largement supérieur à 1 à 1, un intervalle de confiance qui ne contient pas le chiffre 1, et un P qui est largement inférieur à 0,05. Et donc là, on conclut que l'hyperglycémie de stress est un facteur de surmortalité lors du traumatisme crânien grave. Passons maintenant au deuxième objectif de notre étude, qui est donc la morbidité, la durée de ventilation et la durée de séjour en réanimation. La durée de ventilation, chez les deux groupes, il n'y avait pas donc de différence significative entre les durées de ventilation mécanique, que ce soit donc pour le groupe HIS ou bien le groupe glycémie normale, la durée moyenne était donc non significative, il n'y avait pas de différence. Même chose pour le nombre de jours passés sans ventilation, aucune différence significative. La même chose pour la durée de séjour. Pour la durée de séjour en réanimation, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Une durée de séjour moyenne de 10,98 pour le groupe glycémique et 12,53 plus ou moins 16,24 pour la glycémie normale, donc aucune différence entre les deux groupes. Analyse donc univariée maintenant pour répondre à la deuxième question, savoir le niveau, la mortalité selon le niveau d'hyperglycémie. Et comment on a fait? Donc on a mesuré l'association entre l'hyperglycémie sévère, c'est le deuxième de ce groupe-là d'hyperglycémie sévère que nous avons défini tout à l'heure, supérieur à 2 grammes, et le décès. Est-ce qu'il y a une association entre hyperglycémie sévère et décès? La même chose, on a procédé en premier par le calcul du risque relatif. Voilà donc les deux sous-groupes. La mortalité du premier sous-groupe
hyperglycémie sévère, 25 patients, 23 sont décédés, donc un taux très important, 92% de décès. Le deuxième groupe de 50 patients qui avaient une hyperglycémie modérée, la mortalité était de 68%. Maintenant, analysons ces résultats. L'intervalle de confiance ici, la même chose, il ne contient pas le chiffre 1. Et donc, il existe une association entre hyperglycémie sévère et décès. Le sens de l'association par le risque relatif supérieur à 1, il y a 1,35, donc l'hyperglycémie sévère est un facteur de risque. Et la force de l'association, c'est que l'hyperglycémie sévère multiplie le risque de mortalité par un facteur de 1,35. La signification de l'association, la même chose ici, par le test de Kishi-Carré, elle est inférieure à 0,05. Donc c'est une association significative. Même chose avec le calcul de l'Otsa ratio, qui est donc significatif. Donc il y a une association, l'hyperglycémie de stress sévère est associée donc à une surmortalité. Là, on s'est dit pourquoi pas, on va tester, puisque nous avons testé, analysé, l'association entre hyperglycémie sévère et décès, et on a fait la même chose pour l'hyperglycémie sévère, plutôt pour l'hyperglycémie modérée. Est-ce qu'il y avait une association entre hyperglycémie modérée et décès? On inverse le tableau, on a donc interrogé le logiciel sur la base de la présence, contrairement à tout à l'heure, sur la base de la présence ou non de l'hyperglycémie modérée. Et là, surprise, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'il y avait une association entre hyperglycémie modérée et décès, là, puisqu'on constate que l'intervalle de confiance ne contient pas le chiffre 1. Par contre, c'est un intervalle de confiance où les chiffres sont inférieurs à 1. Le sens de l'association, eh ben, le risque relatif, ici, n'est pas supérieur à 1, il est inférieur à 1. C'est-à-dire que c'est un facteur protecteur. La signification de l'association, elle est significative. Et donc là, on conclut que l'hyperglycémie modérée est un facteur protecteur, plutôt protecteur. Voilà, donc on a terminé avec l'analyse univariée de la mortalité. On a vu donc que c'était l'hyperglycémie constitue un facteur de surmortalité, que l'hyperglycémie sévère aussi est un facteur associé à la mortalité, et surprise, l'hyperglycémie modérée était plutôt un facteur protecteur. On passe maintenant à l'analyse multivarie de la mortalité. Là, c'est pour répondre à l'autre question, qui est de savoir est-ce que l'hyperglycémie de stress est un facteur maintenant indépendant de surmortalité, oui ou non? Pour répondre à cette question, il fallait identifier les facteurs de confusion de l'étude. Parce que s'il y a un facteur de risque qui est présent dans le même groupe, il peut donc nous entraîner un biais donc, de confusion et donc nous donner des interprétations, des conclusions erronées. Et donc on a commencé par prendre en charge ces facteurs de confusion. Il faut les identifier dans une première étape. Comment les identifier? Connaissant dans la littérature, on connaît les facteurs de risque du traumatisme crânien, qui sont des facteurs donc liés démographiques, cliniques, scanographiques, biologiques, etc. Ils sont étiquetés, ils sont au nombre de 12. Eh bien, on a essayé de voir leur répartition entre les deux groupes, glycémie, le groupe hyperglycémie et le groupe glycémie normale, pour voir s'il y a une inhomogénéité de répartition de ces facteurs entre les deux groupes. Et donc, s'il y a une inhomogénéité de répartition, c'est-à-dire si des facteurs de risque sont présents d'une manière significative dans le groupe HIS, eh bien, ils seront considérés comme des facteurs de confusion qu'on va prendre en charge tout à l'heure, on va les prendre en considération dans l'ajustement. Voilà donc, on a fait donc cette analyse de répartition entre les... Pardon. L'analyse donc de la répartition entre le groupe HIS, groupe glycémie normale, de tous ces facteurs, donc des facteurs de risque qui sont présents chez notre population. Ce qui est inscrit en rouge, le Glasgow 3 à 5, l'absence de réactivité pupillaire, là nous avons une répartition beaucoup plus dans le groupe HIS de ces deux facteurs. Et c'est une répartition inhomogène qui est significative, avec des P qui sont inférieurs à 0,05. Donc ces deux facteurs, le Glasgow et l'absence de réactivité pupillaire, sont
grâce donc à cette étude de répartition entre les deux groupes, sont considérés comme des facteurs de confusion qu'il faut prendre en considération pour le calcul donc de la mortalité, l'analyse de la mortalité de l'hyperglycémie de stress. Pour les autres facteurs, pour notre étude, on n'a pas pu mettre en évidence donc de différences significatives dans la répartition de ces autres facteurs entre les deux groupes. Donc, ce sont les facteurs inscrits en bleu. Vu donc la faible puissance de notre étude, on n'a pas pu donc conclure à une association de ces facteurs entre les deux groupes. Donc on va dire, malgré qu'un risque ratio qui est supérieur à 1, c'est-à-dire qu'il y a une tendance de ces facteurs à être plus présents dans le groupe HIS, on les a considérés aussi par excès comme facteurs de confusion. On les a considérés comme facteurs de confusion, malgré que les résultats ne sont pas significatifs. Donc on s'est basé juste sur cette tendance à être répartis dans ce groupe. Pourquoi? À cause de la faible puissance de notre étude, on les considère par excès. Par contre, nous avons pu éliminer formellement deux signes scanographiques. Nous avons pu les éliminer. Ils ne constituent pas donc des facteurs de confusion. Pourquoi? Parce qu'ils sont équitablement répartis entre les deux groupes. Il s'agit de l'hématome sous-dural aigu et la compression des citernes de la base. Pourquoi? Parce que leur risque relatif, il est très très proche de 1, 1,04 et 1,08, c'est-à-dire pratiquement il n'y avait aucune différence dans la répartition. Voilà. Après, donc, nous avons éliminé deux facteurs et nous avons retenu l'ensemble, le reste des facteurs comme étant des facteurs de confusion. Après avoir donc identifié ces facteurs de confusion, là maintenant on va faire un ajustement. C'est ça en quelque sorte la prise en charge de ces facteurs de confusion, c'est par un ajustement de la mortalité due à l'hyperglycémie de stress ajustée à tous ces facteurs. Et qui va donc répondre à notre question de départ, de savoir est-ce que l'hyperglycémie est un facteur de surmortalité indépendant, oui ou non. On analyse donc multivarié. Qu'est-ce qu'on trouve? On a pu dégager 4 facteurs parmi tous les facteurs de risque, y compris l'hyperglycémie de stress. On a pu dégager 4 facteurs qui sont des facteurs de mortalité indépendants. Par ordre de puissance, il s'agit du Glasgow Coma Score, voilà, très significatif. En deuxième position, l'âge, l'absence de réactivité pupillaire et puis les troubles de l'hémostase. Ce sont les 4 facteurs de risque indépendants de notre étude. Pour l'hyperglycémie de stress, malgré qu'il y a une tendance avec un odds ratio supérieur à 1, il y a une tendance donc à dire que c'est un facteur donc de risque indépendant de surmortalité. Sauf que la puissance de l'étude n'était pas suffisante pour que ces résultats soient significatifs. Donc un PA non significatif et un intervalle de confiance qui contient le chiffre 1 malgré un haut ratio. On va dire qu'il y a une tendance à ce que l'hyperglycémie de stress est un facteur indépendant. Même chose pour les contusions cérébrales, même chose pour l'hypotension artérielle. Sinon, pour les restes, la déviation de la ligne médiane et les autres, l'hémorragie sous-arachnoïdienne, l'hypoxémie, l'hémorragie intraparenchymateuse, pour les données, donc le résultat de notre étude, ne constituent pas des facteurs de risque, plutôt des facteurs indépendants sur mortalité. Donc en conclusion ici, nous avons 4 facteurs identifiés, en plus d'une tendance pour l'hyperglycémie, contusion et l'hypotension. Disons, vu la faiblesse le faible effectif de notre échantillon, on va dire qu'on n'a pas pu, on ne peut pas donc dire formellement que l'hyperglycémie n'est pas un facteur de mortalité indépendant, on va dire on n'a pas pu mettre en évidence son rôle de surmortalité indépendant. Voilà, ça c'était donc les résultats. Maintenant une discussion. La même chose, on va discuter selon le même ordre, le même plan, les caractéristiques de la cohorte et valeurs pronostiques, hein, donc toute la population. Donc j'ai procédé de la même manière que pour le plan des résultats et à la fin discuter l'hyperglycémie de stress et le pronostic, son apport dans le pronostic.
Caractéristiques de la cohorte, valeur pronostique, l'âge. On sait que le trauma crânien est une pathologie de l'adulte jeune. Plusieurs études donc l'ont démontré, l'étude Moped. Notre étude aussi a démontré que la proportion des sujets jeunes entre 18 à 40 ans était la plus importante, avec un taux donc de 61,1%, ce qui rejoint un petit peu donc les résultats des autres études. Voilà la moyenne d'âge pour les différentes études, autour de 40, donc ils sont semblables, donc identiques à la moyenne d'âge de notre étude. La classe d'âge d'entre 18 et 40 ans qui est la plus fréquente, qui constitue donc 61,1%. Ce qui confirme donc que la traumatologie est une pathologie du sujet jeune en pleine possession de ses capacités physiques. Sa valeur pronostique, l'âge est un facteur de morbimortalité important, il est connu. Différentes études donc l'avaient démontré, qui avaient démontré une association, par exemple pour Barthélémy, il a démontré une association qui apparaît nettement après 40 ans. Voilà, c'est-à-dire avec la prise d'âge, et qui devient très importante au-delà de 60 ans. Même chose qui a été retrouvée dans l'étude CRASH, où l'âge était retrouvé dans les deux modèles d'ajustement comme un facteur prédictif de mortalité à J14 et à 6 mois. L'étude Impact, la même chose. Donc, ce sont des résultats donc, qui sont identiques à notre travail. On a trouvé donc la classe supérieure aux 65 ans, qui avait un taux de mortalité de 94,1%. Donc en conclusion, l'âge est un facteur donc, de morbimortalité important, largement démontré. Le sexe, est-ce qu'il influe sur la mortalité? Donc déjà, commençons par l'incidence. Ce que nous avons remarqué dans notre travail, une incidence, un sexe ratio, une proportion d'hommes très importante, donc 14 pour 1. Quand on voit un petit peu les autres études, dans les études occidentales, le sexe ratio est généralement compris entre 2 et 4, c'est-à-dire 2 hommes pour une femme, voire 4 pour 1, à l'exception donc d'une étude iranienne de Shahroch qui retrouve un sexe ratio de 18,7, c'est pratiquement proche de nos résultats. L'explication, nos contextes socioculturels expliquent cette prédominance masculine où les déplacements et les activités physiques à risque restent globalement du domaine des hommes. Valeur pronostique du sexe, le lien entre sexe et devenir des traumas crâniens n'est pas formellement établi. Voilà, la littérature donc elle est discordante. Là, il y a des études qui ne retrouvent aucune association entre sexe et mortalité, comme l'étude d'impact. La même chose pour notre étude, on n'a trouvé aucune différence significative, un PA 0,4 entre sexe et mortalité. Par contre, il y a d'autres études qui ont trouvé un meilleur pronostic chez les femmes. Et l'explication qui a été donnée, un éventuel effet neuroprotecteur de la progestérone. Donc, c'était donc un groupe de population de femmes qui avaient un bon devenir neurologique et une meilleure réinsertion sociale. Les études, par contre, qui ont trouvé un moins bon pronostic pour les femmes, il y avait essentiellement deux études qui, après ajustement, avaient mis en évidence une mortalité, un mauvais devenir neurologique à 6 mois, plus important chez les femmes. Le mécanisme du traumatisme, est-ce que son incidence, les accidents de la circulation, donc ça c'est la première remarque à faire, c'est que les accidents de la circulation sont la cause principale des traumatismes crâniens. Ce qui a été retrouvé d'ailleurs par plusieurs études et confirmé aussi par notre étude, où les accidents du trafic routier représentent 53,3%. Notons ici quand même, je l'ai encadré, un taux, donc un pourcentage de chute dans notre étude qui est très important, de 42,2%. La nature des accidents, j'ai voulu donc soulever ça pour la nature des accidents de circulation, c'est qu'il y avait des accidents de moto qui étaient une fréquence qui est très importante. Sur tous les patients donc, qui avaient un accident de circulation, on a quand même près de 42% que c'était des accidents de moto. Le reste est représenté par des accidents de voiture. Les chutes accidentelles
représente l'essentiel donc des mécanismes de chute d'une hauteur, les ouvriers de chantier, cueillette des olives, etc. La chute de la propre hauteur du patient, ça concernait surtout le sujet âgé. Les tentatives de suicide, très rares, concernaient surtout les sujets jeunes. Et notons quand même, pour les agressions, très peu d'agressions volontaires, seulement 2 cas enregistrés dans notre étude. La valeur pronostique du mécanisme. L'influence du mécanisme du traumatisme sur le pronostic, elle est diversement retrouvée dans la littérature. Pour Peck-Haza, les traumatismes pénétrants présentent un tableau clinique qui est plus grave, avec un Glasgow comme un score plus bas, un taux de mortalité plus élevé. Pour Marshall, aucune différence pronostique entre les accidents de circulation et les accidents de la voie publique. L'étude d'impact, elle a trouvé que les chutes étaient un facteur prédictif de mauvais devenir à 6 mois, devant les accidents de circulation. Dans notre étude, aucune différence significative de risque de mortalité n'a pu être mise en évidence pour tous les mécanismes de traumatisme. Pour vous dire que l'influence du mécanisme sur le pronostic, elle est diversement retrouvée. La valeur pronostique du Glasgow, l'incidence, donc la classe de Glasgow 6 à 8, c'était la plus fréquente, la plus importante dans notre échantillon, ce qui rejoint un petit peu les autres études, Rovlias et Lam, qui ont une moyenne de Glasgow 5,2, 5,6, 6,7, notre série 6,4, donc qui rejoint un petit peu les données de la littérature. La valeur pronostique, le rôle de mauvais pronostic joué par le Glasgow dans les traumas crâniens est bien connu depuis longtemps. Donc c'est un paramètre, c'est un facteur pronostique qui est bien connu depuis très longtemps. D'ailleurs, toutes les études en parlent, donc qui rapportent justement le rôle de mauvais pronostic du score de Glasgow. Notre étude, donc nos résultats sont identiques pratiquement aux autres études, aux données de la littérature. On a trouvé essentiellement la classe de Glasgow entre 3 et 5 qui représentait un facteur surmortalité important, que ce soit en étude univariée ou bien en étude multivariée. C'était même le premier facteur en première position devant l'âge, la réactivité et les troubles de l'hémostase. La réactivité pupillaire, son incidence, l'absence de réactivité dans notre population était très importante, alors que dans la littérature, globalement, l'incidence de l'absence bilatérale du réflexe photomoteur se situe entre 20 et 30. Nous avons trouvé une absence bilatérale de 44,4% de nos patients. En comparaison avec l'étude de Rovlias, par exemple, où le taux s'approche donc aux environs de 20%, ce qui est rapporté par la littérature. Sa valeur pronostique, elle est donc largement étayée dans la littérature, où la réactivité pupillaire anormale, elle est associée à une présentation clinique TDM plus grave. Donc, ce qui a été retrouvé par différentes études, j'ai cité là 2 exemples, l'étude de Moppet 2007, l'étude de Chestnut, qui est un peu plus ancienne, 94, qui retrouve une association donc à une hypotension artérielle, un Glasgow bas, des cithars de la base comprimée, c'est-à-dire une présentation clinique plus grave. Pour Chestnut, l'absence de réactivité est associée à une lésion de masse opérable dans environ 30% des cas. Pour notre étude, tous les patients avec réflexes pupillaires anormaux avaient un Glasgow entre 3 et 5, c'est-à-dire une présentation clinique très grave. Et c'est une association qui était très, très significative. Et aussi, tous les patients avec réflexes pupillaires avaient donc des hypotensions artérielles à l'admission, donc une présentation clinique plus sévère. Sa valeur pronostique, elle a une grande valeur pronostique, largement étayée par les différentes études, qui retrouvent donc une association entre une réactivité pupillaire anormale et le devenir des patients. Notre étude aussi avait retrouvé une association à une surmortalité qui était significative en analyse multivariée, on l'a dit tout à l'heure. L'analyse multivariée, l'absence de réactivité pupillaire était un facteur prédictif indépendant sur mortalité en 3e position après le Glasgow et l'âge. Donc ce sont donc des résultats qui sont largement rapportés par la littérature internationale scientifique.
Pour l'hypotension artérielle, l'incidence des épisodes d'hypotension est importante lors des traumas crâniens graves. L'incidence. Différentes études rapportent différentes incidences. Ici, par exemple, l'étude de Bohorst, donc publiée dans les Annales françaises d'anesthésie réelle, retrouve une incidence de 36%. Viguet, donc publié dans le MAPAR, retrouve une incidence donc de 27%. Pour notre étude, donc, on a trouvé une incidence qui était un peu plus élevée, soit 41,1%. Donc en conclusion, disons que l'incidence des épisodes d'hypotension sont importantes lors du traumatisme crânien grave. Donc la cause, on est généralement, c'est le traumatisme crânien lui-même, l'état inflammatoire et rarement donc des hémorragies, surtout du cuir chevelu, qui entraînent une hypotension. Mais c'est beaucoup plus le coma lui-même, ce sont des hypotensions inhérentes au trauma crânien lui-même, à la gravité du trauma crânien lui-même, généralement par des signes donc, de sympatholyse. Valeur pronostique, l'hypotension est parmi les principaux facteurs pronostiques les mieux documentés. C'est le mieux documenté dans le traumatisme crânien. Depuis les premières études qui avaient rapporté des mortalités très importantes en cas d'hypotension inférieure à 85 mm, l'étude qui date de 89 de Klauber, la banque de données américaine qui rapporte qu'un seul épisode d'hypotension inférieur à 90 mm mais pendant 5 minutes augmente la mortalité neurologique et double la mortalité. La même chose pour toutes les autres études qui avaient démontré donc un lien très important entre des épisodes d'hypotension et la multiplication du risque de décès. Pour notre étude, l'hypotension était associée d'une manière significative au décès en analyse univariée. Et on a trouvé donc chez les patients hypotendus 89% de décès, avec une association très significative. Par contre, en analyse multivariée, donc après ajustement aux autres facteurs, notre étude ne nous a pas permis de mettre en évidence ce rôle de facteur indépendant sur mortalité, probablement à cause de la faiblesse de l'effectif. Mais globalement, il y avait une tendance donc à un rôle indépendant sur mortalité joué par l'hypotension. Le seuil, un mot sur le seuil d'hypotension. Il a été revu il y a maintenant quelques années, et revu à la hausse. Avant, si vous avez remarqué ici, avant on parlait de chiffres d'hypotension quand c'est l'APS inférieur à 90, voire même inférieur à 85. Actuellement, ce chiffre il est revu à la hausse et on parle d'hypotension pour des chiffres inférieurs à 110 voire 110 voire 120 mm de mercure. Au début, voilà, on parlait de 90, 85, voire même 80. Et puis actuellement, avec les différentes études, surtout l'étude de Berry 2012 et l'étude de Brenner 2012, qui avaient donc démontré le seuil, un seuil de 100 mm, voire 110 mm de mercure pour PAS, qui étaient donc des seuils en dessous desquels ce sont des seuils donc, qui entraînent une augmentation de la morbimortalité. À partir de ces études préceptes donc de Berry et de Brenner, il y a des recommandations qui sont sorties de la Guidelines américaine de 2016 qui préconisent dorénavant donc un seuil minimal de PAS à obtenir de 110 mm de mercure. Raison pour laquelle nous avons défini l'échantillon, l'hypotension dans notre population à partir de ce chiffre de 110 mm de mercure. L'hypoxémie, son incidence, elle est faible. Pourquoi elle est faible actuellement? Parce qu'il y a l'amélioration, ça c'est dans la littérature, parce qu'il y a des blessés essentiellement pour l'usage précoce en préhospitalier, donc de l'intubation, ventilation. Parce que ça a été remarqué, ça a été donc grâce à une étude ancienne, que la majorité des patients qui arrivent en hypoxémie, l'hypoxémie dans ce cas-là, dans le cadre du traumatisme crânien isolé, était due à des obstacles mécaniques, essentiellement des chutes de la langue ou bien des inhalations. Ce qui démontre donc l'intérêt de la prise en charge préhospitalière qui a réduit énormément l'incidence globale de l'hypoxémie à l'arrivée des patients.
Notre étude donc confirme cette tendance de réduction. On a retrouvé une petite incidence donc faible. Donc il y avait 10 patients qui étaient hypoxémiques, 11,1%, ce qui rejoint globalement des chiffres retrouvés dans la littérature. Sa valeur pronostique, elle est connue. L'association hypoxémie précoce mauvais pronostic a été retrouvée par la plupart des études observationnelles. Tout le monde, donc, depuis bien longtemps, l'hypoxémie est reconnue comme facteur de mortalité. Pour notre étude, on n'a pas démontré, donc il y avait une absence non significative par contre d'association entre hypoxémie et décès. L'hyperthermie, très peu d'études se sont intéressées à la valeur pronostique de l'hyperthermie. On a pu dénicher donc une seule étude, celle de Jones, qui avait démontré un rôle prédictif de mortalité à l'hyperthermie. Chez nous, l'hyperthermie était importante, le lien n'était pas démontré entre hyperthermie et mortalité. Le scanner, large utilisation du scanner cérébral à la phase initiale. C'est un outil donc diagnostique très important où son utilisation est très large ces dernières années. On le remarque ici dans les différentes études. L'étude Crash, une utilisation du scanner 78,9%, l'étude Bourse 89%. Pour notre étude, 100% des patients ont bénéficié d'un scanner cérébral initial. Les lésions scanographiques, pour notre étude, c'était beaucoup plus, donc on avait dit l'hémorragie sous-arachnoïdienne, l'hématome sous-dural, les contusions. La valeur pronostique des lésions scanographiques, la nature des lésions, donc elle a une valeur pronostique bien établie. Là, plusieurs modèles pronostiques basés sur la classification CT scan ont été développés depuis la classification de Marshall de 91. Voilà un peu donc la classification Marshall qui définit donc les différentes lésions scanographiques en grade 1 jusqu'au grade 4 en fonction des lésions, la présence de lésions diffuses ou bien de lésions focalisées, lésions de masse évacuées ou non. Classification CT3 et 4 sont de brevets de mortalité importante, 29-44%, et des mortalités moindres pour CT1 et CT2. Les limites de cette classification, c'est la variabilité interobservateur, la nécessité d'une lecture rétrospective pour définir une lésion de masse, comme évacuée ou non, donc ce qui limite son intérêt dans l'établissement du pronostic immédiat, l'imprécision de la mesure du volume de masse. En analyse multivarie, la classification Marshall ne représentait pas un facteur prédictif. Pour pallier à ça, différents donc d'autres modèles pour améliorer sa précision pronostique, d'autres modèles pronostiques ont été, donc des chercheurs ont associé d'autres lésions scanographiques, essentiellement en associant l'hémorragie intraventriculaire, l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Pour l'étude Crash, qui est basée sur des modèles donc pronostiques, qui associent les données cliniques et des lésions scanographiques de Marshall, en plus de la contusion, l'obstruction troisième ventricule, déviation de la ligne médiane, l'hémorragie sous-arachnoïdienne, etc. Pardon? J'arrive. Voilà, je passe un peu sur les... donc un mot pour terminer sur l'hyperglycémie de stress et le pronostic. Là, je conclus. Définition de l'hyperglycémie de stress selon l'ADA, on l'avait défini tout à l'heure. Là, le seuil retenu pour notre étude, c'était de 1,26. Toute la difficulté dans le contexte d'un malade comateux est d'identifier les malades à jeun, de ceux en postprandial, possible biais de sélection. Le mode d'identification de nos malades, des malades diabétiques pour notre population était basé sur la recherche de la notion de diabète par l'interrogatoire de la famille. Cette manière donc de sélectionner les patients diabétiques peut introduire un risque de biais de sélection. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison de la possibilité d'inclure des patients diabétiques méconnus. Là, tout l'intérêt du dosage du taux d'hémoglobine glyquée pour faire le diagnostic exact des patients diabétiques. L'incident de l'hyperglycémie de stress pour notre donc, étude
l'incidence était très élevée, puisque nous avons trouvé 83% des patients qui avaient l'hyperglycémie. La différence des seuils d'hyperglycémie retenus par les diverses études pour définir l'hyperglycémie tient au fait que la notion de glycémie à jeun et glycémie postprandiale, telle que définie par l'American Diabetes Association, reste non applicable chez le traumatisé crânien. En effet, il est impossible de savoir si le patient est à jeun ou non en raison du coma. Nous avons démontré que l'hyperglycémie initiale est associée à une présentation clinique plus grave. Nous avons démontré aussi qu'il n'y avait aucune association entre HIS et prolongation de la durée de ventilation et durée de séjour. Nous avons aussi démontré en analyse univariée que l'hyperglycémie initiale était un facteur significatif de surmortalité, que le niveau de glycémie au-delà de 2 grammes constitue un facteur de surmortalité du trauma crânien, que des chiffres de glycémie modérément élevés avaient un effet protecteur statistiquement significatif lors du trauma crânien, que malheureusement, à cause donc de la faiblesse de l'effectif, donc la puissance de notre étude, on n'a pas pu mettre en évidence le rôle de facteur indépendant de surmortalité de l'hyperglycémie induite par le stress. En conclusion, le pronostic, je vais vous lire, nous avons le pronostic du trauma crânien non seulement conditionné par les lésions primaires, mais aussi par des lésions secondaires. Nous avons évalué la valeur pronostique du traumatisme, de l'hyperglycémie de stress chez 90 patients adultes présentant un trauma crânien grave isolé admis dans notre service. Nous avons ainsi démontré que l'hyperglycémie initiale était significativement associée à une surmortalité, que le niveau de glycémie élevé au-delà de 2 grammes était un facteur de surmortalité supérieur à celui des chiffres plus bas, que des hyperglycémies modérées entre 1,29 et 1,99 étaient un facteur protecteur significatif. Par contre, nous n'avons pas pu mettre en évidence le rôle prédictif indépendant de mortalité joué par l'hyperglycémie, probablement du fait de la faible puissance de notre étude. À la lumière de ces résultats, et compte tenu des données de la littérature, il faudrait probablement contrôler les glycémies supérieures à 2 grammes par de l'insuline et tolérer des chiffres de glycémie modérément élevés. Je vous remercie.